De nos jours, un argument revient très souvent dans les débats sur les traites négrières transatlantiques et transsahariennes. Certains affirment qu'en Afrique précoloniale existait déjà l'esclavage et utilisent cela pour minimiser la responsabilité des Européens et des Arabes dans ces systèmes brutaux. Mais il faut bien comprendre que ce raisonnement pose problème. Pourquoi? Parce qu'il mélange des réalités historiques distinctes, mais sans tenir compte des différences fondamentales entre ces pratiques. L'objectif aujourd'hui n'est pas de nier l'existence de formes d'asservissement en Afrique. Je veux dire par là avant l'arrivée des Européens et des Arabes. Il s'agit plutôt d'apporter des faits précis, de comparer ces systèmes et d'éclairer les nuances souvent négligées. De ce fait, à l'aide de preuves historiques, archéologiques et anthropologiques, nous allons explorer cette vérité très complexe. En Afrique précoloniale, l'esclavage existait sous des formes variées, mais ces pratiques étaient profondément ancrées dans les structures sociales et culturelles. Les captifs étaient souvent des prisonniers de guerre, des personnes endettées ou des individus en quête de protection. Mais à quoi ressemblaient ces relations d'asservissement? Premier exemple. Les prisonniers de guerre étaient souvent réduits à l'état de captifs. Ces derniers travaillaient dans les champs ou les maisons, mais étaient parfois intégrés dans la société, avec plusieurs possibilités d'émancipation. Par exemple, certains esclaves devenaient des soldats ou fonctionnaires dans l'administration royale. Deuxième exemple pour appuyer mes propos. Dans certaines communautés, l'asservissement ressemblait davantage à une forme de dépendance sociale. Ces captifs étaient souvent traités comme des membres inférieurs de la famille, avec des droits limités, mais aussi des devoirs envers la communauté. Contrairement à l'esclavage transatlantique, ils n'étaient pas des marchandises destinées à être vendues à très grande échelle. Troisième exemple, les textes anciens retrouvés à Tombouctou révèlent des pratiques où les captifs pouvaient accéder à des rôles clés, comme je le disais, dans la société après une période de servitude. Ces systèmes n'étaient pas basés sur une déshumanisation totale, mais sur une intégration progressive. Et c'est là où il y a une très grande différence. Mais ces pratiques, aussi complexes soient-elles, étaient-elles comparables à ce que l'on observe dans les traites transatlantiques et transsahariennes? Regardons maintenant les différences fondamentales. Les traites transatlantiques et transsahariennes se distinguent de l'esclavage précolonial africain par leur violence systémique, leur ampleur et leur but principal, maximiser le profit en déshumanisant complètement les captifs. Parlons du commerce transatlantique. Entre le 15e et le 19e siècle, les Européens ont réduit à l'état de marchandises entre 12 et 15 millions et il y a des historiens qui montent jusqu'à 20 millions d'Africains. Ces captifs étaient arrachés à leurs familles, transportés dans des conditions inhumaines sur des navires négriers et vendus pour travailler dans des plantations. Ce système ne leur laissait aucune chance de s'intégrer dans les sociétés où ils étaient envoyés. Ils étaient des biens meubles, comme le dit le code noir, comme des outils ou du bétail. La violence était omniprésente. Coups de fouet, mutilations, ces actes étaient conçus pour maintenir un contrôle total et briser toute forme de résistance. Maintenant, parlons du commerce transsaharien. Du côté des traites transsahariennes pratiquées par les marchands arabo-musulmans, d'ailleurs j'ouvre une grande parenthèse pour répondre aux personnes me demandant pourquoi nous disons traite arabo-musulmane plutôt que traite arabe tout court. Nous utilisons le terme traite arabo-musulmane plutôt que simplement traite arabe pour plusieurs raisons qui reflètent les nuances historiques, géographiques et religieuses de cette traite. Le terme arabe désigne principalement un groupe ethnique ou linguistique, mais tous les acteurs de la traite transsaharienne ou de la traite en Afrique de l'Est n'étaient pas nécessairement arabes. Cette traite impliquait également des Berbères au Maghreb qui capturaient et commerçaient des esclaves, des Perses et d'autres peuples non arabes vivant dans des régions sous influence islamique, des Africains musulmans qui capturaient des esclaves pour les vendre aux commerçants arabo-musulmans. L'expression arabo-musulmane englobe donc un ensemble de sociétés partageant des liens religieux et culturels plutôt qu'un seul groupe ethnique. La traite arabo-musulmane s'est développée dans un contexte religieux où l'islam joue un rôle central. Dans cette doctrine, l'esclavage était toléré, mais avec des règles spécifiques. Il était interdit de réduire en esclavage des musulmans. La capture des non-musulmans, notamment en contexte de guerre, était considérée comme légitime. Il encourageait cependant l'affranchissement des esclaves comme acte pieux. La religion a donc servi à justifier cette traite tout en imposant des limites et des obligations aux maîtres d'esclaves. Le terme arabo-musulman reflète ainsi ce cadre religieux et culturel. La traite arabo-musulmane ne se limitait pas au monde arabe, comme je le disais, mais concernait
tout le monde musulman. Elle s'étendait de l'Afrique de l'Est, avec la Somalie, Zanzibar, etc., aux régions arabes comme le Yémen, l'Arabie, et jusqu'à l'Empire ottoman, du Sahel à l'Inde et à l'Asie centrale. Les captifs africains étaient intégrés dans des réseaux commerciaux sous domination musulmane, souvent transportés sur des routes transsahariennes ou par l'océan Indien. Ainsi, cette traite dépassait largement le cadre arabe et impliquait des peuples variés partageant un même cadre islamique. Dire traite arabe réduit cette réalité complexe à un seul groupe ethnique. Or, la traite arabo-musulmane impliquait des Arabes, mais aussi d'autres populations non arabes vivant sous l'influence de l'islam. En comparaison, le terme traite transatlantique fait référence à un réseau commercial dominé par les Européens et non par une ethnie spécifique. Maintenant, si on parle de la dimension historique et académique, les historiens utilisent le terme arabo-musulmane pour refléter cette complexité. Il est également utilisé pour distinguer cette traite des autres, comme la traite transatlantique dominée par les Européens, la traite intra-africaine pratiquée entre sociétés africaines, et cela permet d'englober à la fois les dimensions culturelles, religieuses et géopolitique spécifique à cette traite. Pour faire un petit résumé sur cette très grande parenthèse, le terme traite arabo-musulmane est plus précis historiquement et académiquement. Il montre que cette traite reposait sur un cadre religieux, l'islam, et impliquait des acteurs variés au-delà des seuls arabes. Il permet aussi de mieux comprendre les logiques sociales, culturelles et économiques qui ont soutenu ce système pendant plus de 1000 ans. Maintenant, je referme la parenthèse. Je disais, des millions d'Africains étaient capturés et emmenés dans le nord de l'Afrique et au Moyen-Orient. Beaucoup d'hommes étaient castrés pour devenir des eunuques, tandis que les femmes étaient exploitées ou utilisés comme des domestiques. Faisons une petite comparaison. Contrairement à ces systèmes brutaux, l'esclavage en Afrique précoloniale ne reposait pas sur une déshumanisation. Les captifs conservaient leur humanité et pouvaient dans certains cas gravir les échelons sociaux. Les différences sont flagrantes et elles révèlent à quel point les systèmes transatlantiques et transsahariens ont amplifié la violence et la déshumanisation. Les interactions avec les Arabes et les Européens ont profondément bouleversé les sociétés africaines. Sous la pression de la demande extérieure, des royaumes comme le Dahomey ou le Bénin ont intensifié les razzias pour capturer des esclaves à vendre. Cette nouvelle économie a transformé des pratiques d'asservissement en Afrique en exacerbant la violence et en instaurant un cycle de guerre et de capture. Dans le royaume du Dahomey, les captifs étaient vendus aux Européens en échange d'armes et de marchandises. Cela a renforcé les conflits entre royaumes africains et alimenté la traite transatlantique. Les traites ont non seulement vidé l'Afrique de millions de ses habitants, mais elles ont aussi détruit des structures sociales et économiques, laissant des traces profondes encore visibles aujourd'hui. Alors, avec toutes ces informations, peut-on encore comparer l'esclavage en Afrique précoloniale aux traites transatlantiques et transsahariennes? Je pense que non. Ces systèmes extérieurs ont introduit une violence et une déshumanisation industrielle jamais vues auparavant. Les sociétés africaines précoloniales avaient leurs propres pratiques, plus nuancées et intégrées dans leur structure sociale. Mais ces pratiques ont été amplifiées et transformées par les pressions des traites transsahariennes et transatlantique. Comprendre ces différences ne vise pas à excuser, mais à contextualiser. Cela nous permet de ne pas tomber dans des simplifications ou des arguments malhonnêtes qui minimisent les responsabilités extérieures. En tout cas, j'espère que cette vidéo là-dessus vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus complet possible. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace!